présentation du fonctionnement d'une économie suppose une bonne connaissance des agents économiques qui interréagissent sur les marchés et les opérations qu'ils réalisent. Dans ce sens, on va commencer par la précision de la notion des agents économiques. L'agent ou l'acteur économique est un groupe homogène de décideurs réalisant des opérations économiques identiques et ayant des caractéristiques communes. Ces agents économiques sont nommés unités institutionnelles regroupées en secteurs institutionnels. La classification des agents économiques en secteur institutionnel, alors c'est quoi un secteur institutionnel? Un secteur institutionnel regroupe l'ensemble des agents économiques ayant un comportement analogue, c'est-à-dire une même fonction économique et même type de ressources principales. Ainsi, deux critères sont retenus dans cette classification. La fonction économique principale de l'agent et la nature, l'origine principale de ses ressources. La comptabilité nationale distingue 5 catégories d'agents du secteur institutionnel. Les ménages, les sociétés quasi-sociétés non financières, les administrations publiques et privées, les institutions financières et le reste du monde, qui est un secteur fictif. Les ménages, c'est tous les individus qui vivent ensemble sous le même toit, qu'ils aient ou non des liens de parenté et ayant une consommation commune. On peut distinguer 3 catégories de ménages. Les ménages ordinaires, savoir une famille, un célibataire, un groupe de personnes vivant sous le même toit. Les ménages collectifs personnes vivant dans des maisons de retraite, des internats, des casernes, etc. Et enfin, les entreprises individuelles produisant des biens et services pour leur propre usage. Leur fonction principale, savoir les ménages, c'est la consommation des biens et services, et l'origine principale de leurs ressources, c'est la vente de leur force de travail. Les ménages, pour l'essentiel, fournissent du travail et achètent les biens et services aux entreprises. Les sociétés quasi-sociétés non financières, leur activité principale, c'est la production des biens et services non financiers, marchands, et l'origine de leurs ressources, c'est la vente des biens et services produits. Les administrations regroupent toutes les organisations dont l'activité principale est de produire des services non marchands, c'est-à-dire qui accomplissent des tâches d'intérêt général. Dans cette catégorie, on distingue 2 types d'administration. Une administration publique et les administrations privées. L'administration publique, c'est désigner l'État, les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale, dont la fonction principale consiste d'une part à produire des services non marchands destinés à l'ensemble des citoyens et d'autre part assurer une certaine redistribution du revenu à travers les allocations familiales et les prestations de services publics. Les administrations privées, ou bien ce qu'on appelle les instituts sans but lucratif, concernent les partis politiques, les syndicats, les associations, dont la fonction principale est la fourniture de services non marchands à leurs adhérents. Puisque les administrations ne vendent pas leurs services, leur revenu est constitué par les prélèvements fiscaux, les impôts et cotisations sociales pour l'État et les collectivités locales, et par les cotisations et subventions pour les administrations privées. Les institutions financières sont des établissements dont la fonction principale est le financement de l'économie, collecter l'épargne et l'utiliser pour donner des crédits. Il s'agit principalement des banques et des compagnies d'assurance. L'activité principale de cette dernière est la transformation de risques individuels en risques collectifs. Et le reste du monde, ou bien ce qu'on appelle l'extérieur, c'est l'ensemble des acteurs étrangers ayant des relations avec les acteurs nationaux. Les marchés. Qu'est-ce qu'un marché? Le marché, c'est un lieu réel ou fictif où s'effectuent les échanges entre les offreurs et les demandeurs. Généralement, un marché se détermine sur la nature du bien ou service objet de l'échange, marché des biens et services, marché du travail, marché des capitaux, ou d'un lieu géographique, marché local, régional, national ou international. Alors, quelles sont les composantes d'un marché? Généralement, un marché se caractérise, comme je viens de dire, par le bien ou service objet de l'échange,
par les intervenants au niveau de ce marché, à savoir les offreurs et les demandeurs, et enfin le prix et la quantité du bien échangé. L'offre et la demande d'un bien sur un marché est constituée de l'ensemble des offreurs et demandeurs individuels de ce bien. Donc c'est la somme des demandes et des offres individuelles. La courbe de demande est une fonction décroissante du prix, alors que la courbe de l'offre est une fonction croissante du prix. La rencontre entre l'offre et la demande permet de réaliser l'équilibre du marché qui correspond à un accord entre l'offreur et le demandeur sur le prix du bien et sur la quantité échangée. C'est ce que révèle ce schéma-là. Donc on a en ordonnée les prix et en abscisse les quantités. On a l'offre et la courbe de l'offre et la courbe de la demande. Ils se rencontrent en un point qui détermine le prix d'équilibre et la quantité à offrir. On distingue trois types de marchés. Marché des biens et services, marché du travail, marché des capitaux. Le marché des biens et services désigne donc, il est constitué par la somme des offres individuelles de divers agents producteurs, à savoir les entreprises. Leur fonction principale, c'est d'offrir des biens et services sur le marché. Et la demande globale est composée de la demande des ménages, à savoir la consommation, la demande des entreprises comme investissement, l'État, les dépenses publiques et le reste du monde, c'est les exportations. C'est pourquoi on a la demande globale est égale à la consommation, plus l'investissement, plus G les dépenses de l'État et X, bien sûr, les exportations. Le marché travail, sur le marché travail, le bien échangé, le travail. L'offre du travail est assurée par les ménages. Leur objectif, c'est d'obtenir le salaire le plus élevé. Et là, il faut distinguer lorsqu'on dit offre du travail ou d'emploi. C'est l'inverse. Offre du travail ou demande d'emploi. La demande du travail, donc ce sont les entreprises et l'État. Leur objectif est de recruter la main-d'œuvre dont on a besoin à un prix satisfaisant. Le salaire et le prix du bien, force de travail. Deux types de marchés de capitaux peuvent être distingués. Le marché monétaire et le marché financier. Le marché monétaire, c'est le marché sur lequel les agents économiques obtiennent un financement lié à des besoins de court terme. Ce marché se décompose en deux parties. Le marché interbancaire, qui est un marché réservé aux banques, il se crée tout naturellement entre les banques souhaitant compenser quotidiennement leur excédent et déficit en monnaie banque centrale. C'est ce qu'on appelle l'opération de compensation quotidienne que se font les banques à la fin de la journée. Le marché des titres de créances négociables, ce marché est ouvert aux agents non financiers, à savoir les entreprises, l'État et les ménages. Les entreprises et l'État émettent des titres, c'est-à-dire ils vendent leurs titres pour demander les capitaux et les ménages achètent les titres, donc ce sont les offreurs de capitaux. Le marché financier, ce qu'on appelle le marché des titres, c'est un marché qui au sens étroit est synonyme de la bourse des valeurs. Et la bourse des valeurs est le lieu d'échange et d'émission de ces titres à long terme appelés valeurs mobilières. On distingue les actions et les obligations. Les actions sont des titres de propriété alors que les obligations, ce sont des titres, bien sûr, d'emprunt. Les opérations macroéconomiques. La comptabilité nationale distingue trois grandes catégories d'opérations macroéconomiques. Les opérations sur biens et services, les opérations financières et les opérations de répartition. Les opérations sur biens et services sont des opérations qui retracent l'origine des biens ou services disponibles dans l'économie nationale, à savoir les ressources, et l'utilisation de ces biens ou services, à savoir les emplois pendant une année considérée. Pour un produit donné, donc l'origine peut être une production nationale ou une importation. Donc on a les ressources sont égales à la production plus importation. Et un produit peut avoir trois utilisations principales. Peut être destiné à la consommation, à l'investissement ou à l'exportation. Donc les emplois sont égaux à la consommation plus l'investissement plus les exportations. Les opérations sur biens et services concernent donc la production, la consommation, l'investissement et le commerce extérieur, à savoir les importations et les exportations.
C'est quoi la production? La production est l'activité de création de biens et services nécessaires à la satisfaction des besoins humains, savoir la nourriture, l'habillement, le déplacement, divertissement, etc. On distingue deux types de production, production marchande et production non marchande. La production marchande est celle des entreprises vendues sur le marché et la production non marchande est celle, bien sûr, des administrations et les vendues, soit gratuitement, soit vendues à son coût de production. Pourquoi? Parce qu'ils ne recherchent pas de profit. La consommation est l'utilisation d'un bien ou d'un service. La consommation conduit à la destruction ou à la transformation du produit. On distingue deux types de consommation, la consommation intermédiaire et la consommation finale. C'est quoi la consommation intermédiaire? La consommation intermédiaire est la transformation de biens ou services dans le but de produire d'autres biens ou services. Exemple, le boulanger utilise la farine pour fabriquer du pain. La consommation intermédiaire correspond à la valeur des biens ou services utilisés dans le processus de production, les matières premières, les produits semi-finis, etc. Ce sont les entreprises qui consomment des biens et services pour produire d'autres. Donc, on a la différence entre la production et la consommation intermédiaire donne la valeur ajoutée. La consommation finale est l'utilisation définitive d'un bien ou service sans que cela donne lieu à une production quelconque, comme c'était le cas dans la consommation intermédiaire. Donc, ici, là, le bien il est destiné à la satisfaction directe des besoins humains individuels ou collectifs. Donc, c'est une destruction définitive. Les ménages consomment des biens et services qu'ils achètent individuellement, mais ils bénéficient également des services collectifs. L'éclairage public, les infrastructures routières, sauf bien sûr l'autoroute à péage, l'éducation, la santé, etc., fournis par les administrations gratuitement ou à un prix inférieur à leur coût de production, donc ce qu'on appelle la production, bien sûr, non marchande. Mais il est mis à la disposition des ménages en tant que consommation. Donc c'est pourquoi la consommation finale de l'ensemble de l'économie est mesurée par la somme des consommations finales des ménages et des consommations finales des administrations publiques et privées. Ces dernières sont des consommations collectives utilisées par l'ensemble de la société. La consommation finale totale est égale à la consommation finale des ménages plus la consommation finale des administrations. Nota bene, un bien peut faire l'objet d'une consommation intermédiaire ou d'une consommation finale suivant l'usage qui en est fait. Par exemple, l'achat de tomates pour une personne pour son déjeuner est une consommation finale. Ici, donc, l'objet est de satisfaire un besoin. Alors que l'achat de tomates par une entreprise pour fabriquer des conserves alimentaires est une consommation intermédiaire. Donc, les tomates sont utilisées pour produire un nouveau produit. Toute acquisition des biens durables par les ménages, à l'exception des logements, est considérée comme une consommation finale des ménages. Là, donc, la seule dépense d'investissement, toutes les dépenses des ménages donc, sont considérées des consommations, sauf l'acquisition d'un logement. De même, les paiements partiels pour services collectifs fournis par l'État et les salaires versés aux domestiques font partie de la consommation finale des ménages en services non marchands. La consommation finale des administrations comprend les salaires, les traitements versés aux fonctionnaires ainsi que les autres dépenses de fonctionnement. On ne parle pas de consommation lorsqu'il y a une destruction involontaire d'un produit, par exemple un incendie. L'investissement, c'est l'acquisition des biens durables pour en produire d'autres. Là, il faut distinguer l'investissement avec la consommation intermédiaire. Pourquoi? Parce que même la consommation intermédiaire, on l'a dit, c'est l'utilisation d'un bien pour produire d'autres. Mais il y a une différence. En comptabilité nationale, la différence, c'est que, bon, c'est la durée. En comptabilité nationale, deux types d'investissements sont retenus. La formation brute du capital fixe et la variation des stocks. La formation brute du capital fixe désigne en comptabilité nationale l'investissement matériel de l'ensemble des agents économiques, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses consacrées à l'acquisition de biens de production durable. La durée de vie est supérieure à 1 an. Là, la durée dont je viens de parler pour faire la distinction entre l'investissement et la consommation intermédiaire. Donc l'utilisation d'un bien pour produire d'autres biens durables dont la durée est supérieure à 1 an est considérée un investissement et non une consommation intermédiaire.
Par rapport à la variation des stocks, il se rapporte quant à elle aux biens non durables, conservés pour une utilisation ou une vente ultérieure. Il s'agit de l'augmentation ou de la diminution de tous les biens en stock, matières premières, produits semi-finis ou produits finis. Maintenant, les échanges extérieurs. Cette opération porte sur les exportations et les importations de biens et services entre les agents résidents et les agents non résidents. Les importations correspondent à la valeur des biens et services produits par des agents économiques étrangers et achetés par des agents économiques nationaux. Les exportations, cela correspond à la valeur des biens et services produits par des agents économiques nationaux et vendus à des agents économiques étrangers. Pour mesurer la relation avec le reste du monde, la balance des paiements enregistre toutes les opérations d'échange, biens et services, revenus, capitaux, etc., qui interviennent entre les agents résidents d'une économie et les non-résidents. Ce schéma-là, synoptique des opérations et sur biens et services, permet de synthétiser un peu, bien sûr, ces opérations. Donc on a dit que la production disponible sur le territoire national peut être une production, la production des entreprises, la production de nos entreprises, plus au niveau sur le territoire national, plus les importations de biens et services effectués par les agents économiques résidents, ne donnent l'ensemble des ressources disponibles pour être utilisé par tous les agents économiques, y compris le reste du monde. Donc c'est notre production intérieure du pays, à l'intérieur du pays. Et cette production, comme j'ai dit, elle est destinée à la demande. Cette demande, il peut être intérieure comme il peut être extérieure. La demande intérieure peut être à usage de consommation finale, comme on l'a dit, ou à usage de production. Et là, au niveau de la production, on a dit qu'il peut être une consommation intermédiaire, comme il peut être un investissement selon la durée. Et la demande extérieure, il correspond aux exportations et achetés en biens et services achetés par, c'est-à-dire les biens et services achetés par le reste du monde. L'équilibre des opérations sur biens et services, c'est la première identité macroéconomique. Donc normalement, toujours, il faut qu'il y ait un équilibre entre la production et les importations nationales, ce qu'on appelle les ressources, et les emplois. Donc puisque chaque produit, par construction, on a des ressources, sont égales aux emplois. Lorsque les ressources dépassent les emplois, il y a augmentation des stocks, et inversement, si les emplois dépassent les ressources, il y a diminution des stocks. C'est pourquoi on ajoute la variation des stocks. L'équilibre des opérations sur biens et services est résumé par l'égalité macroéconomique suivante. La production nationale plus les importations est égale, c'est ce qu'on appelle les ressources, est égale à la consommation intermédiaire, plus la consommation finale des ménages, plus la formation brute du capital fixe, plus la variation des stocks, plus les exportations. Ou encore, la production est égale à la consommation intermédiaire, plus la consommation finale, plus la formation brute du capital fixe, plus la variation des stocks, plus les exportations, moins les exportations. Les exportations moins exportations représentent le solde commercial de la nation. Si le solde est positif, on parle d'une balance commerciale, d'une balance des paiements excédentaire. Si il est négatif, on parle d'une balance déficitaire. Cette égalité, comme je l'ai dit, comptable, signifie que chaque produit possède forcément une origine et un emploi. Donc, c'est un produit de l'économie nationale ou une importation. Et une destination, c'est-à-dire l'utilisation, donc c'est, comme on vient de dire au début, soit une consommation, soit un investissement, soit une exportation. Schématiquement, l'équilibre s'établit comme suit. Donc on a des ressources et des emplois. On a une production qui peut être marchande, comme on l'a dit. Pourquoi? Parce qu'on a deux types de production, une production marchande et une production non marchande. La production marchande est comptabilisée à son prix de vente et la production non marchande à son coût de production. Et les importations.
Pour les emplois, donc on a la consommation finale, la consommation intermédiaire, les exportations, la formation brute de capital fixe et la variation des stocks pour avoir toujours ressources égales emploi. Maintenant, après les opérations sur biens et services, les opérations de répartition. Les opérations de répartition décrivent la manière dont sont distribués et redistribués les revenus entre les différents agents ayant participé à leur formation. Ils permettent d'analyser la formation, la distribution et la redistribution des revenus. Deux grandes catégories de répartition peuvent être distinguées, savoir la répartition primaire et la répartition secondaire, bien ce qu'on appelle la répartition, la redistribution. La répartition primaire est directement liée à la production, c'est-à-dire un agent, il faut qu'il participe à la production pour avoir une rémunération d'une contrepartie de son apport. Il porte sur les revenus versés aux apporteurs des facteurs de production, essentiellement le travail et le capital, en contrepartie de leur participation à la production. Il s'agit des revenus de travail, des revenus de capital et de propriété et des impôts liés à la production. Les revenus du travail, on distingue les salaires et les traitements. Donc on compte partie du travail fourni par les ménages. Pourquoi? Parce que ce sont les principaux fournisseurs de la main-d'œuvre. Ils reçoivent des salaires des entreprises et des traitements des administrations. C'est ce qu'on appelle le revenu primaire des ménages, qui correspond à ce qu'on appelle le salaire brut. Le revenu primaire n'est pas le revenu effectivement mis à la disposition des ménages. Pour trouver le revenu disponible des ménages, à savoir le salaire net, il faut tenir compte des prélèvements obligatoires et des prestations reçues. Donc le revenu disponible, ce qu'on appelle le revenu net, est égal au revenu primaire moins les prélèvements obligatoires plus les prestations sociales. Qu'est-ce qu'on veut dire par les prélèvements obligatoires? Ils sont constitués d'une part par l'impôt général sur le revenu, ce qu'on appelle les JR, prélevés par les entreprises pour le compte de l'État, et d'autre part les cotisations sociales et de l'assurance maladie. Ces deux caisses sont généralement groupées dans la Caisse nationale de sécurité sociale. Les prestations sociales regroupent tous les versements effectués par l'État vers les ménages, dont ce qu'on appelle la redistribution. Autre que la rémunération du travail et du capital. Ce sont les indemnités, les allocations familiales, etc. Ce revenu disponible des ménages est utilisé pour financer la consommation finale. La partie non consommée de ce revenu disponible constitue l'épargne. L'épargne, donc, c'est le revenu non consommé, qui est égal au revenu disponible moins la consommation. Maintenant, les impôts liés à la production et à l'importation. Donc, ces impôts portent sur tous les prélèvements effectués à l'occasion de la production. Donc, c'est une rémunération un peu de l'État. Pourquoi? Parce qu'il a mis à la disposition des producteurs les biens collectifs. Donc, pour cela, il prélève la TVA ou les droits de douane pour les importations. Le revenu du capital ou de la propriété. On distingue le loyer, les intérêts et le profit. Le loyer, c'est le revenu reçu en contrepartie de la location d'un bien, maison, immeuble, etc., matériel. La rente, c'est un bien reçu en contrepartie de la location d'un terrain cultivable. Donc c'est la rente, toujours, il est lié aux terres et au terrain de culture. L'intérêt, c'est le prix de l'allocation de l'argent. Donc c'est une rémunération généralement des banques. Le profit, bien ce qu'on appelle les institutions financières. Le profit, c'est le revenu qui reste à l'entrepreneur capitaliste après avoir rémunéré les facteurs de production. D'une manière schématique, la valeur ajoutée fait l'objet d'un partage entre les différents agents ayant contribué à sa création. Le schéma ci-dessus présente la répartition primaire des revenus, à savoir donc la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée sert à rémunérer les salariés à travers les salaires en leur versant des salaires et des cotisations sociales, à rémunérer l'État à travers les impôts liés à la production, notamment la
taxe sur la valeur ajoutée et les droits de douane, et l'excédent brut d'exploitation sert à rémunérer les capitaux ayant contribué à la production, les intérêts pour les capitaux financiers, les dividendes pour les entrepreneurs, la rente pour les apporteurs de terrain et le loyer pour les immeubles. La répartition secondaire ou la redistribution des revenus est assurée par les administrations publiques, l'État et organismes de sécurité sociale qui prélèvent des impôts, des taxes et des cotisations pour ensuite les répartir sous forme de transferts sociaux afin de corriger l'inégalité des revenus résultant de la répartition primaire. Donc l'objectif principal de la redistribution est de corriger les inégalités sociales en augmentant les revenus des ménages défavorisés et en mettant des services collectifs, à savoir la santé, l'éducation, la sûreté, etc., à la disposition de tous. Les subventions versées aux entreprises, les prestations versées aux ménages et les impôts prélevés par l'État sont des exemples d'opérations de redistribution. Maintenant, les opérations financières, ces opérations nous montrent comment les agents qui n'ont pas dépensé la totalité de leurs revenus ont utilisé l'excédent et nous montrent également comment les agents ayant dépensé plus que leurs revenus ont financé le déficit. Les opérations financières portent donc sur les créances et les dettes des agents économiques.